Merci au groupe Fairlead de m'avoir convié parmi vous. La nécessité de l'adaptation au changement induit par la globalisation va de soi. Peut-être un peu plus brutal, un peu plus doux, mais de toute façon, il faut le faire. Et être inadapté, ce n'est pas un idéal dans l'existence, ni à titre personnel, ni pour une économie, ni pour un pays. On est bien d'accord avec ça. Je voudrais vous montrer pourquoi l'adaptation à la globalisation est totalement nécessaire et totalement insuffisante comme projet politique. Et ça suscite des réticences, encore une fois, qu'il faut prendre en compte. 2 points. 1. Qu'est-ce que c'est que la globalisation? Pourquoi ça induit une nouvelle logique du changement et de l'innovation? Et 2e point, pourquoi ça change la donne en matière d'éducation? Et je voudrais vous présenter, si vous me permettez, une idée à laquelle je tiens énormément, qui est à mes yeux peut-être l'idée la plus éclairante que j'ai rencontrée pour comprendre la fin du XXe siècle, le début du XXIe. La première mondialisation en Europe, à mes yeux, alors je sais qu'on peut en discuter des heures, mais on a 20 minutes, un quart d'heure. La première mondialisation, c'est l'émergence de la révolution scientifique. Au fond, le discours de la science moderne, le procès de Galilée, la physique de Newton, c'est le premier discours qui, dans l'histoire de l'humanité, peut prétendre à juste titre valoir pour tous les êtres humains, pour les Chinois comme pour les Arabes, les Français ou les Allemands, pour les riches comme pour les pauvres, pour les aristocrates comme pour les roturiers. C'est au fond le premier discours, à la différence des discours culturels ou religieux, qui vaut pour l'ensemble de la planète et qui va s'étendre en effet pour l'ensemble de la planète. Le principe d'inertie ou la gravitation universelle, ça vaut pour tout le monde et ça va marcher. Ça, c'est la première mondialisation. Quand cette première mondialisation apparaît, la révolution scientifique, notamment au XVIIIe siècle avec les Lumières, l'Aufklärung, eh bien, lorsque cette première mondialisation apparaît, elle apparaît portée par un projet d'émancipation de l'humanité. Il s'agit de libérer l'humanité par la science, par les progrès scientifiques, et il s'agit de la rendre plus heureuse. Il y a un événement qui marque tous les Européens, tous, au XVIIIe siècle, c'est le fameux tremblement de terre de Lisbonne. Qu'est-ce qui se passe avec la deuxième mondialisation? Et pourquoi ça va avoir des conséquences sur l'innovation et le changement d'un côté, sur l'éducation de l'autre? Il se passe une chose, qui est la suivante, c'est que ce projet scientifique et technique grandiose qui caractérise les Lumières, Voltaire, Diderot, Kant, Hume, tous les grands penseurs de l'époque, tous les grands esprits, eh bien, ce projet d'émancipation de l'humanité qui caractérise les Lumières, ce projet scientifique et technique, il va être victime d'une chute au sens platonicien ou biblique du terme. Comme dans la Bible, il y a une chute. Ce projet scientifique, il tombe dans une société qui s'appelle le capitalisme. Société de compétition universelle bientôt, et ce sera la deuxième mondialisation. Petite parenthèse, je suis un libéral. Je suis pour la mondialisation, pour autant que ça ait du sens, d'être pour ou contre. Je suis ce qu'on appelle un républicain de droite. C'est pas parce qu'on est un libéral ou un républicain de droite qu'on est obligé d'être idiot. Voyons les effets pervers du système que par ailleurs on défend. Justement pour comprendre les réticences qu'il suscite. Sinon ça ne sert à rien. On ne peut pas simplement être dans les injonctions, il faut changer, il faut innover et s'adapter. Il faut comprendre pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas. Pourquoi ça leur pose des problèmes? Quand on va au forum social des altermondialistes, on voit que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Donc il faut essayer de comprendre. Nous avançons mus par la nécessité de la compétition. Si je n'avance pas, je tombe. Comme un vélo qui n'avance pas assez vite, tombe par terre, ou comme un gyroscope qui ne tourne pas assez vite sur son axe, tombe du fil sur lequel on l'a posé. Mais le gyroscope, il ne sait pas pourquoi il tourne. Nous savons juste que si ça ne tourne pas assez vite, ça tombe. Et donc le progrès a changé de sens. Nous progressons poussés par la logique de la compétition, par une mécanique anonyme et aveugle, automatique. Si on n'avance pas, on tombe. Mais nous n'avançons pas mus par la représentation d'une finalité supérieure. Bien sûr, chaque chef d'entreprise a sa petite finalité à lui. Il veut améliorer le produit. Mais au global de l'histoire, personne ne voit dans quelle direction nous allons. Et donc, en matière de gestion de son entreprise, il est totalement avant-gardiste, si je puis dire. Il est pour l'innovation, pour le changement. Il n'est pas conservateur. On est bien d'accord. En matière de gestion de l'entreprise, il est même tout sauf conservateur.
Il aime Picasso, il aime l'art moderne, il se reconnaît dans la logique qui fut celle de l'art contemporain, parce qu'au fond, comme dans l'art contemporain, il voit qu'il faut faire table rase du passé en permanence si on veut innover. Et donc, c'est lui qui achète d'ailleurs les tableaux d'art contemporain aujourd'hui. Hein, c'est Pompidou en France qui a créé peut-être le plus grand musée d'art contemporain en Europe et qui fut le président de la République le plus bourgeois et le plus conservateur qu'on ait connu dans notre pays. Ça n'est pas un hasard. Comme chef d'entreprise ou comme banquier, il veut l'innovation. Il se pense comme un Picasso de la banque ou comme un Picasso de l'entreprise, quelqu'un qui change tout le temps, qui innove. Mais quand il rentre le soir dans son bel appartement, pas de chance, imaginons que sa fille a invité la classe de ses petits-enfants, la classe de sa petite fille qui a peut-être 8 ans, 10 ans. Et il voit débouler comme ça dans son bel appartement, meublé avec des jolis meubles anciens et des beaux tableaux, une corde de petits barbares, de petits sauvageons, très mal élevés. Et il trouve franchement que ça fout le camp. Que ces petits jeunes, ils ne sont pas capables de dire « bonjour monsieur », ils ne sont pas capables de dire au revoir monsieur quand ils pâteront. Ils ne sont pas capables de dire merci monsieur. Si on a le malheur de parler de littérature, d'histoire, de musique, c'est le désert des Tartares. Si jamais vous écrivez une lettre, oh là là, il n'y a aucune chance, heureusement, car elle sera bourrée de fautes d'orthographe. Et au fond, il pense que ça décline ferme. Et il aimerait bien que ça se redresse. Il n'a pas entièrement tort. Vu l'état de l'école, et je suis bien placé pour le savoir, on ne peut pas dire que ça progresse toujours et tout le temps, et partout. Son diagnostic n'est pas forcément entièrement faux. Je lui dis simplement très amicalement ceci, il est le seul et unique responsable de cette situation. Pour une fois, ce n'est pas la gauche contre laquelle il râle du matin jusqu'au soir qui est responsable. Non, c'est lui. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il veut, mon chef d'entreprise? Il veut que mes enfants achètent ces iPhones ou ces téléphones portables ou autres objets techniques que vous voudrez mettre à la place. Il veut que les enfants deviennent des consommateurs. C'est normal, sinon sa boîte ne marche pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que mes enfants deviennent des consommateurs? Il faut les plonger dans un état de manque. Si vous aviez un microscope pour regarder de près les concepts, et pas simplement les insectes, si on pouvait voir le concept de consommation à l'état chimiquement pur, qu'est-ce qu'on verrait? On verrait qu'il ressemble étrangement à l'addiction. Qu'est-ce que c'est qu'un drogué? Un drogué, c'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher d'augmenter les doses et de rapprocher les prises. Mais c'est exactement la définition du client idéal de mon chef d'entreprise. Le client idéal, il achèterait toujours plus et plus souvent. Et qu'est-ce qu'on fait pour obtenir ça? Eh bien, on fait des grandes campagnes de publicité sur les chaînes réservées aux enfants. Comme avait dit le patron de TF1, ma chaîne, c'est au fond des temps de location de cerveau vide. C'était assez bien vu. Et on fait des campagnes de publicité pour plonger les gens dans le monde. Entre cette logique de l'innovation, cette logique du changement, à laquelle, je le répète, je suis un libéral, il faut absolument que nous nous adaptions. Et il faut le faire. Mais quand même, en conscience du fait qu'il y a une contradiction majeure entre cette logique d'innovation permanente et puis le maintien de valeurs traditionnelles, de valeurs stables. On ne peut pas avoir, comme on dit en français, le beurre, l'argent du beurre et le sourire du laitier.